Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, sans un jugement conséquent. Et c'est d'ailleurs tout un plaisir que de vous retrouver pour partager notre lecture de la situation nationale et internationale. Ce matin, commençons par partager cette pensée d'André Glockman qui dit ceci: la désobéissance civile est une forme de responsabilité et appelle à davantage de responsabilité. Bonne méditation en cette journée du 14 octobre 2020. Bienvenue au tribunal. Loukman Sanfo est mon nom, président du tribunal de l'actualité, avec deux juges au siège, Geoffroy Vaha et Ben Abouma. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci donc à tous les deux d'être à cette tribune pour donner votre lecture des sujets enrôlés pour cette matinée, on va dire. Et merci également à l'équipe de réalisation qui vous permet en tout cas de nous suivre à travers WattFM, également à travers True TV. Alors ce matin, en premier lieu, on va s'intéresser donc on va dire au fichier électoral qui passe donc au tamis de l'audit au niveau du Burkina Faso. Les travaux, donc la cérémonie de lancement est intervenue, on va dire hier, au niveau de la Commission nationale électorale indépendante CENI à Ouagadougou. On va porter un jugement sur le lancement donc de cet acte majeur donc dans le processus électoral au Burkina Faso. On parle là aussi de la Côte d'Ivoire. On a un récent sondage qui a été lancé sur la cote de popularité des candidats à la présidentielle. On va y porter un jugement. Et puis, on parle là aussi de Mali. Vous savez, au moins 12 Maliens ont été tués à l'occasion d'une attaque armée, on va dire. Et tout cela va constituer, en tout cas, des sujets de lecture à cette émission, le tribunal de l'actualité. On va écouter, juste après la virgule, les avant-propos des juges au siège. Merci de votre fidélité à ce programme. Ben Abouma, vous avez la parole. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le secteur de transport avec la décision qui a été prise de confier le fret au Conseil burkinabé des chargeurs, le CBC. Je rappelle que le ministre d'ailleurs disait lors de la conférence de presse que c'est Feu Oumarou Kanazo, quand il présidait le CBC, qu'il a effectivement autorisé l'OTRAF à s'en charger, qui était seul. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs organisations. Certaines ne connaissent pas l'autorité de l'OTRAF, donc ça fait effectivement beaucoup de bruit. Et donc, on se rappelle également des conditions de la mise en place de la fêtière. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'effectivement, à défaut de pouvoir s'entendre avec une fêtière unique, le gouvernement a dit, bon, je m'assume en attendant que vous puissiez effectivement vous entendre. Et pour certains partenaires du gouvernement, il n'est pas question que le politique puisse être... plus prendre les choses en main. Et donc, dans ces conditions, il y a une grève qui est annoncée de 96 heures à partir de ce mercredi sur toute l'étendue du territoire pour dire non à l'ingérence de la politique dans la gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Alors, de quoi est-ce que ça retourne encore alors que tout semblait être rentré dans l'ordre? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est hier également que la conférence de presse a eu lieu. Donc, on en saura davantage par rapport aussi à l'impact. Parce que quand on parle de mouvement d'humeur dans ce secteur-là, les uns les autres prennent d'assaut les stations service, qui pour faire le plein, qui pour faire de la réserve. Et après, il y a une pénurie et puis bon, on commence à payer le litre à des prix exorbitants. Donc, espérons qu'on n'en arrivera pas là. Et comme tous les partenaires et le gouvernement disent que le dialogue n'est jamais rompu, que vivement aussi une solution soit trouvée, parce que le carburant, quand on parle de carburant, on parle d'éléments essentiels, parce que ça peut gripper beaucoup de machines. En dehors des engins personnels, il y a beaucoup de choses qui peuvent être grippées. C'est une pénurie de carburant, parce qu'il y a beaucoup de turbines qui tournent avec du carburant. Donc, il y a ces réalités. Et ce n'est pas la première fois au Burkina Faso qu'on voit cela. Maintenant, on espère que le dialogue va prévaloir pour que les Burkinabés ne casquent pas parce que quelques personnes n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel. En général, c'est comme ça. Souvent, même, c'est des problèmes d'ego. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait que parfois, ça traîne à avoir de la solution parce qu'il y a des problèmes qui sont personnalisés. Ça devient une affaire de personne et non des éléments fiables. Et quand c'est la personne, c'est des questions d'ego, c'est difficile de trouver une solution. Alors qu'on n'est pas loin de ça aussi dans ce secteur du transport avec ce qui se passe. C'est tout ce que j'avais comme avant-propos.
D'accord, merci à vous. Et vous faites bien d'ailleurs d'aborder cette actualité. Et nous annonçons que demain, nous allons recevoir à cette émission le ministre en charge donc la question des transports au Burkina Faso, M. Vincent Dabilgou, pour répondre donc aux préoccupations des Burkinabés sur, va-t-on dire, cette prise en main du fret au niveau du Burkina Faso. Geoffroy Var, qu'avez-vous à nous partager ce matin? Oui, merci Président. C'est vrai que la grande actualité de ce jour, c'est bien le début de cette grève. Donc on ne peut pas vraiment passer à côté. Et ça fait d'autant plus surprise et mal parce que c'est un mot d'ordre qui a déjà été annoncé, suspendu une première fois et qui est aujourd'hui maintenu. Nous avons eu le temps de pouvoir recevoir ici l'UCRB pour discuter un peu des griefs qu'ils ont sur la question de la gestion du fret. Moi, il y a dans leur communiqué une nouvelle donne qui intervient, c'est la question de l'ingérence de la politique dans la question de la gestion du fret. Bon, qu'est-ce qu'ils entendent par politique? Est-ce que c'est la question des acteurs, ou bien c'est la question de l'autorité, ou bien c'est la question de certains intérêts? Je pense que ça, c'est bien qu'on ait le maître mot de cela, parce qu'il a été fortement questionné là-dessus ici pour essayer de comprendre comment le fret est géré et puis comment est-ce qu'à un moment donné cela pourrait servir les intérêts de X ou de Y. Mais là-dessus, je pense qu'on n'a pas eu tous les éléments que nous voulions. On a plutôt brandi des personnes de nationalité étrangère qui pourraient tirer le meilleur parti du fret burkinabé, du fait de sa mauvaise gestion. Mais maintenant, il y a un nouvel élément qui vient à la question du politique. C'est intéressant, mais il faudrait qu'on puisse en avoir vraiment la teneur profonde. Et je pense que c'est quelquefois ce qui coince dans les débats et qui fait que les problèmes n'arrivent pas à être élagués en profondeur ou définitivement. C'est-à-dire on pose un premier problème qui n'est pas l'essentiel. Ou bien on donne un peu dans la langue de bois et c'est après qu'on se rend compte qu'il y a plus dur comme élément auquel il faut s'attaquer. S'il y a des acteurs qui aujourd'hui tirent le meilleur parti de cela et qui sont des Burkinabés, il faut qu'on nous dise de façon très claire ce qui se passe sur la question du fret. Il y a Bernard le disait tout à l'heure, il y a le ministre qui avait organisé son point de presse hier, nous l'avons partagé dans nos sessions d'information. Il disait que ce n'est pas une réponse à la sortie de la fêtière, qui a eu des mots pas du tout tendres à l'endroit du ministre. Et il y a certains qui ont demandé, et ça nous l'avons partagé, la démission du ministre, ou bien qu'il soit écarté purement et simplement, un appel lancé à l'endroit du président du Faso. Ça veut dire que la question commence à devenir grave. Est-ce la question de la gestion du ministre qui pose problème, ou bien c'est la défense de certains intérêts qui pose ici problème? Et à la vérité, c'est que les gens vont casquer pour une guerre dans laquelle ils ne se sentent pas directement liés, parce que lorsqu'on leur explique la situation, on ne met pas tout le mot et on ne met pas tous les problèmes sur la table. Et je pense que ça, c'est un gros souci dans les discussions qu'on a au Burkina Faso. Ça, ce n'est pas seulement pour l'UCRB, même le monde syndical. Quand on a les discussions au gouvernement syndical, on nous fait sortir des tournures qu'on connaît, hein. On s'est entendu sur l'essentiel, il y a de petits points d'achoppement, mais il n'y a pas de problème, le mot d'ordre est levé. Vous n'avez jamais le clair de ce sur quoi ils se sont entendus, sachant que c'est le Burkinabé de façon générale qui vont payer. C'est ce à quoi on est astreint souvent dans les discussions auxquelles on a droit dans ce pays. Et après, quand ils ne s'entendent pas, on ne dit pas forcément le point sur lequel ils ne se sont pas entendus, parce que c'est des accords. Et après, quand il y a des révélations qui sont faites, vous vous rendez compte qu'on a fait des largesses à X, on a fait des largesses à Y, et il y a Z qui dit « Ah bon, donc c'est ce qu'ils ont obtenu, donc nous aussi on doit nous donner ça », et ça fait blocage. Et c'est comme un cercle infernal dans lequel on est et on ne s'en sort pas. Moi, je crois que c'est important, et je le dis encore, que pour ce qui est des problèmes, ils soient identifiés, clairement débattus, et que tout le monde sache de quoi il retourne. Fret, depuis quelques jours. Non, c'est baissé. Pourquoi c'est baissé? C'était le ministère qui s'en chargeait. Tout le monde s'accorde et vient dire ici non, c'est baissé, ok. Parce que d'ailleurs même c'est comme ça que ça devrait être. Mais ok, ils ont signé, pourquoi encore il y a un souci? Très franchement, et puis pour terminer sur la question, il y a ce qu'on a vu lundi qui n'était pas beau à voir. Le ministre dans une salle et qui essuyait presque des injures d'acteurs avec lesquels il travaille. C'est le ministre qui ne se fait pas respecter. Mais c'est les acteurs qui sont allés un peu trop loin.
ça ne donne pas un beau visage, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité, ça a tout son sens. Mais l'autorité, ça se fait respecter et ça se respecte. C'est fini. D'accord. Du reste, nous aurons l'occasion de poser ce type de questions donc au premier responsable du ministère, en la personne de Vincent Dabilgou, qui sera notre invité demain au tribunal de l'actualité. Merci déjà à tous les deux d'avoir donné votre lecture, surtout sur cette actualité précise. On va maintenant s'intéresser au processus électoral dans notre pays, le Burkina Faso, avec le lancement de l'audit du fichier électoral qui a été donc qui a intervenu hier, va-t-on dire, mardi 12 octobre à Ouagadougou, au niveau du siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et on a pu en tout cas voir les différents acteurs se prononcer déjà sur le lancement de cet audit-là. Et selon les propos du président de la CENI, Newton Ahmed Barry, la mission confiée aux auditeurs est d'évaluer dans une démarche inclusive et transparente le fichier électoral après la réalisation par la CENI des opérations d'enrôlement des électeurs, de la centralisation et puis la consolidation des données au niveau national. On a également pris en tout cas connaissance de l'équipe qui compose, va-t-on dire, le comité d'audit. Voilà, il est composé en outre donc des représentants de la CENI, des experts internationaux, un représentant de la majorité présidentielle, un représentant de l'opposition, 2 représentants de la société civile burkinabé impliqués dans le processus dans le suivi du processus électoral, 2 représentants de la communauté internationale. Alors, quel est le regard qu'on porte donc à cet acte majeur dans le processus? Ben Abougma, en gros, l'audit du fichier électoral, c'est pour voir véritablement si ce fichier-là est digne, en tout cas d'être utilisé pour organiser des élections au niveau du Burkina Faso. Mais sur la question, on a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que pas besoin d'un audit pour le savoir, parce que déjà, on connaît le contexte dans lequel on organise ces élections et que c'est déjà un fichier exclusif, on va dire, voilà, qui n'inclut pas la majorité des Burkinabés. Quel est votre regard déjà sur cette façon de voir les choses? Même avec une telle situation, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on n'en sait jamais, c'est une compétition. Donc il faut être sûr de la sincérité des acteurs et de la liste avec laquelle on part pour les élections. Et donc pour ceux qui ont déjà eu l'expérience d'une élection, au début, on vérifie les présences, on vérifie le quorum avant d'y aller. Donc, et parfois, c'est même par appel nominatif pour savoir que les uns et les autres sont là. Donc, je pense c'est un travail normal et classique d'ailleurs pour une élection, c'est s'assurer de la fiabilité de la liste. Et d'ailleurs, la CENI elle-même fait ce travail à travers la détection des doublons. Donc, pour dédoublonner effectivement la liste. Donc, la CENI fait ce travail pour détecter les doublons. C'est que la vérité aussi, c'est que notre système, pour le moment, permet difficilement ou pas, pratiquement, de savoir qui n'est plus. C'est-à-dire que les décédés, comment est-ce qu'on les retire de la liste? Pour le moment, c'est un travail qui est très compliqué. Compte tenu de notre système d'état civil, quelqu'un décède, il faut faire la déclaration, aller montrer pour qu'on puisse retirer son nom. Pour le moment, c'est difficile pour ces cas-là. Sinon, normalement, même ceux qui sont décédés devraient être retirés de la liste pour se rassurer que à l'inscription, on avait tant, à l'arrivée, on a tant, mais il y a X nombre qui n'est plus là parce que ces personnes ne vivent plus. Maintenant, il y a aussi les doublons, les doubles inscriptions, parce qu'il y en a qui étaient dans une localité A à telle année, et à l'année d'enrôlement qui avaient déménagé, qui ont changé de localité et qui sont allés se faire enrôler. Conséquence, ils ont 2 noms. Mais la CENI fait ce travail, elle passe la liste au pain fin pour également enlever les doublons. Donc, il y a ce travail-là aussi à faire. Donc, il y a déjà, c'est en même temps un travail d'audit. Maintenant, il y a un autre niveau qui regarde également d'autres aspects par rapport à l'âge. Est-ce que tous ceux qui se sont inscrits ont l'âge de voter? Est-ce qu'il y en a qui normalement ne sont pas empêchés par la loi pour ceux qui purgent des peines ou qui sont déchus de leurs droits civils, et politiques et autres? Est-ce qu'il y a toutes ces personnes-là? Voilà. Donc, ça ne concerne pas seulement, comme nous dit, toutes les localités ne pourront pas voter. Non. C'est pour voir également ceux qui vont voter, est-ce qu'ils méritent d'être sur la liste? Voilà. Parce que c'est un niveau de responsabilité suffisamment important. Donc, il n'y a aucun détail à négliger. Donc, pour moi, le travail d'audit est un travail normal pour effectivement renforcer la confiance entre les acteurs, entre les parties prenantes aux élections.
Un travail normal, Bernard le dit, classique dans le processus d'organisation et d'un scrutin. Mais quand on voit la véhémence avec laquelle certains acteurs politiques avaient en tout cas demandé cet audit-là, alors que cela relevait d'un processus normal dans une élection, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez qu'il peut y avoir des inquiétudes sous-jacentes, va-t-on dire, au regard donc de la situation particulière de notre pays? Bon, je pense que pour ce qui est du Burkina Faso, il ne faudrait pas qu'on s'attende à avoir un débat ou des résultats qui sont fort différents de ce que la CENI a pu faire comme enrôlement, sa centralisation de données et consolidation. On ne va pas avoir un scénario à la guinéenne, quoi, c'est ce que je veux dire, où on a un bon nombre de morts, un bon nombre de mineurs et tout sur la liste électorale. Je pense qu'il y a quand même au fil des années eu ce sérieux-là pour les signes qui se sont pour les différentes commissions, les commissions qui se sont succédées, pas que ce soit des CENI différentes, mais dans leur composition, il y a toujours ce travail quand même qui a été fait. Et puis bon, quand je regarde, à part peut-être ce que rappelait par exemple le président de l'UPC, qui est aussi chef de file de l'opposition politique, qui rappelait la question de convoyage de certains Burkinabés pour l'enrôlement et tout. Bon, c'est des éléments qui, pour lui, prêtent à comment on appelle ça, suspicion, et donc qui devrait permettre aussi de bien lire. Et bon, je pense qu'il y a un autre élément que Zéphirine Diabré fait sortir qui est intéressant, c'est que le plus important, c'est de renforcer la confiance que les Burkinabés ont en ce qu'on a comme différentes étapes et points qui vont concourir à arriver à des élections qui sont fiables et acceptées de tous. Je pense que c'est ça le plus important. Renforcer la confiance des Burkinabés, donc des votants, relativement au processus, ce qui permet aussi d'avoir toujours une participation toujours importante. Renforcer aussi la confiance des acteurs, les partis politiques eux-mêmes dans le processus, et cela favorise l'acceptation des résultats. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, c'est toujours bon, et ça sera aussi pour moi un genre de note qui viendra peut-être à la fin dire que la CENI a fait un bon boulot. Parce qu'au départ, n'oublions pas qu'on ne vendait pas cher sa peau avec tous les débats qu'il y a eu, avec l'enrôlement des Burkinabés qui sont à l'extérieur, avec la question d'insécurité et tout. On se disait, est-ce que c'est sûr qu'on aura de nouveaux inscrits qui soient à la hauteur des espoirs qui avaient été nourris au départ, étant entendu tous les problèmes que j'avais cités et tout. Mais on en vient avec des chiffres qui sont quand même assez intéressants, qui ont été partagés. Donc, on s'est dit, bon, écoute, on a eu tous ces problèmes-là, mais on a eu quand même un nombre important de nouveaux enrôlés et tout. Mais est-ce que dedans, il n'y a pas matière à redire? Donc on regardera très bien dedans, on va voir s'il n'y a pas si la question des identités sont bien calées, les pièces avec ce qu'on a de biométrique et tout, est-ce que tout est bien calé, est-ce qu'il n'y a pas de souci en tant que tel. Mais quand vous finissez de vous convenir là-dessus et que vous regardez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, il n'y a pas du 100%, il y a toujours des marges d'erreur. Maintenant, c'est les marges d'erreur qu'on va évaluer et puis savoir si ça peut impacter vraiment le processus en lui-même. Et puis, ces marges d'erreur, c'est les corriger. C'est de ça qu'il s'agit. Et si on se rend compte qu'il y a un bon boulot qui a été fait par la CENI, on va féliciter la commission et puis on va passer à autre chose. Mais justement, est-ce qu'on ne va pas vers une simple confirmation du fichier qui avait déjà été présenté par la CENI? Parce que d'aucuns estiment que quand les acteurs internationaux s'immiscient dans une organisation d'une élection dans un pays africain, on finit par conclure que globalement, les choses se sont bien terminées. Donc, on ne s'entend pas véritablement à ce que ce fichier-là soit discrédité ou en tout cas remis en cause. Non, je ne crois pas, parce que là, le cas guinéen que j'avais cité tout à l'heure vous fait mentir, ou bien fait mentir ceux qui pensent cela. Parce que le cas guinéen a montré qu'il y avait des incorrections qui sont quand même assez énormes. Et puis, cela a été corrigé. Donc, après le passage au tamis, il y a une bonne partie quand même qui a été élaguée. Et donc,
pour moi, c'est pas toujours comme ça. Et puis, je crois aussi que si les partis politiques, parce que n'oubliez pas, dans le comité d'experts, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des experts internationaux, il y a un représentant de la majorité, il y a un représentant de l'opposition, il y a un représentant des organisations de la société civile, et puis bon, d'autres composantes. Donc, c'est pas des gens qui vont s'asseoir là et puis se faire harakiri, c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, ce qui va être présenté, ça sera après l'assentiment de tout le monde. Donc je pense que il faut faire confiance un peu à ce travail qui sera fait. Maintenant, d'emblée, on ne peut pas dire que ça ne viendra que confirmer que le travail de la CENI a été bien fait et que les enrôlés, il n'y a pas matière à dire. Je pense que c'est justement pour cela que l'audit est en train a été mis sur place et donc les travaux ont été lancés. Donc attendons de voir, soyons patients, parce que ça sera communiqué. Ils nous ont dit, d'abord je pense pas c'est aux partis politiques, en tout cas avant publication officielle, il y aura certaines parties qui devront l'avoir d'abord. Donc je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est renforcer la confiance des Burkinabés, des partis politiques et tout, en un processus dans lequel on est déjà lancé. Et que si cette confiance-là se retrouve encore plus accrue et qu'on ait un impact intéressant sur le taux de participation, je pense que ça n'est qu'un bonheur. Et maintenant, c'est vrai, vous abordiez un point tout à l'heure, ça c'est de l'ordre du marketing politique. Lorsque vous avez l'opposition, mais le chef de file de l'opposition qui dit on a demandé un audit international. Bon, on tape beaucoup le tam-tam pour peu. C'est ce que vous vouliez dire, mais ça c'est une réalité. Mais n'en voulons pas sur cette scène-là que chacun tire les choux gras de certaines situations où utilisent ce qu'ils ont comme moyen pour en faire quelque chose d'unique. Ça c'est le marketing politique qui le fait, qui le veut. Maintenant, chacun de savoir lire entre les lignes. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Bernard, on a vu aussi que depuis le lancement du processus, il y a eu des épisodes quand même de tentatives d'enrôlement d'une certaine population qui s'est déplacée, on va dire, d'une zone à une autre, qui a été dénoncée par l'opposition et même les acteurs politiques, on va dire. Est-ce que ces actes-là sont de nature à entacher justement le fichier qui est en examination aujourd'hui? Il y a deux choses à faire, une part de choses à faire. Ce n'est pas tant le déplacement d'une zone à une autre, c'est le convoi. Sinon, je connais à Ouagadougou des personnalités qui vont voter dans leur localité d'origine parce qu'elles sont candidats là-bas. Quand vous résidez à Ouagadougou et vous êtes candidat dans le Boulkiamdé pour la députation, ou bien quand vous voulez devenir maire d'une commune rurale ou un conseiller municipal d'une commune rurale située parfois à plus de 400 km de Ouagadougou, c'est là-bas que vous partez vous enrôler. Donc on ne peut pas vous reprocher le fait de quitter votre localité de résidence pour aller vous faire enrôler quelque part. Non, ce n'est pas tant cela, c'est le convoi. C'est le fait de convoyer effectivement en masse des personnes pour aller le faire. Parce que ici, le principe c'est la liberté d'aller vous inscrire là où vous voulez. Donc le principe c'est la liberté. Mais on tient compte quand même de votre zone de résidence. On tient compte de votre zone de résidence dans l'inscription. Vous n'êtes pas obligé de vous enrôler dans votre zone de résidence. Vous vous enrôlez là où vous êtes sûr de pouvoir voter le jour des élections. Parce que ce n'est pas un vote électronique où quand vous vous trouvez dans n'importe quelle localité, vous pouvez voter pour X ou Y candidat et puis ça va marcher. Donc, vous vous enrôlez là où vous êtes sûr de pouvoir voter. C'est pourquoi des gens s'étaient enrôlés pour l'élection de 2012, 2015, 2016 à Ouagadougou, qui sont à Ouagadougou, qui étaient dans un quartier et qui ont déménagé, qui sont loin maintenant et qui sont allés faire un nouvel enrôlement, aller faire une nouvelle inscription pour pouvoir être sûr que le jour des élections, il va voter maintenant dans la localité où il réside, au lieu de se déplacer pour se taper des kilomètres, aller voter de l'autre côté. Donc vous vous enrôlez là où vous êtes sûr de pouvoir voter le jour du scrutin sans problème. En dehors effectivement de ceux qui ont des autorisations. Donc, ceux qui observent, les observateurs, les journalistes, à qui on permet effectivement de voter effectivement ailleurs. Et les forces de défense de sécurité parfois qui votent par anticipation dans certains pays, qui votent par anticipation avant le jour du scrutin pour pouvoir aller parce qu'ils sont enrôlés pour la sécurisation. Donc, pour permettre que ces gens-là votent avant. Donc il y a le vote par anticipation pour ces catégories de personnes-là par moment. Maintenant, ici, c'est le fait d'organiser avec des convois en masse et ensuite avec des moyens de l'État pour aller faire enrôler des gens
là, effectivement, ça ressemble à une corruption électorale. Pour que vous bougez la personne de Ouagadougou vers une localité, quelles sont les conditions? Est-ce qu'elle rentre dans le véhicule tout simplement, aller de son propre gré et revenir sans que vous ne lui donniez quelque chose, glisser un billet de banque ou je ne sais pas moi, offrir des gadgets et tout. Donc, il y a ce travail-là qui s'apparente effectivement à une corruption électorale en masse et qui présage également d'un trucage ou bien d'une fraude électorale à venir, et c'est ça qui est interdit. Si les uns les autres, chacun se lève, il prend son engin, il part s'enrôler où il veut, même si vous êtes retrouvés là-bas en masse, il se retrouve que chacun est venu librement, franchement je ne vois vraiment pas où se trouve le problème. Mais l'organiser à l'échelle du parti politique, un leader du parti politique s'assoit, l'organise, mobilise les moyens, mobilise les gens pour aller le faire. Il y a un passé récent où ça se faisait, mais c'est fini, c'est arrêté, ça c'est maintenant fini. Donc je pense que c'est cette précision-là également qu'il faut arriver à faire, et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a des gens qui se sont convoyés en masse, qui ont été effectivement interpellés, et puis bon, les autres qui voulaient le faire aussi, finalement on laissait tomber. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, il y en a qui l'ont fait, mais qui n'ont pas pu être pris parce que bon, certains ont été plus subtils, et puis la vigilance des populations et de ceux qui observent à un moment donné avait baissé, parce qu'il y en a qui ne savaient même pas que la loi a été modifiée. Donc il y avait ceux qui l'ont fait. Vous demandez à ceux qui ne savaient même pas que ce n'est pas possible. Vous faites la politique dans un pays. Vous prenez part à une compétition électorale et vous ne maîtrisez même pas les règles de jeu. Parce que les gens ne partent même pas aller lire pour savoir qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas, où vont mes limites, qu'est-ce que la loi prévoit au niveau des partis politiques. Ils sont très nombreux qui ne s'intéressent pas à ces questions-là. Nous commandons le terrain, c'est le terrain qui commande la manœuvre, et puis bon, vous commettez des erreurs, et puis la loi vous attrape, et puis bon, dur à l'ex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Ouais. Donc il y a cette part des choses à faire. Voilà. D'accord. Il y a aussi la question de la biométrie qui a été introduite à un certain moment dans le processus électoral au niveau du Burkina Faso, mais en même temps, pendant les élections, on a vu des Burkinabés déambuler dans certains quartiers avec des urnes relayées dans la presse d'ailleurs. Est-ce que là, vous avez le sentiment que la biométrie est une réponse à, on va dire, la particularité on va dire, d'administration des élections au niveau du Burkina Faso, ou bien encore, c'est une biométrie qui reste tout de même à parfaire avec ses insuffisances au niveau du scrutin? Je pense que le monde, les sociétés évoluent avec les réalités qui elles aussi évoluent, avec la technologie qui offre ses possibilités. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous avez des documents ou bien des modèles qui permettent d'avoir des documents plus sûrs, évidemment ça impacte et vous les intégrez dans différents processus dans lesquels vous voulez aussi qu'il y ait un gage de confiance pour ce qui est de l'acceptation que X ou Y serait ou devrait être à même de pouvoir participer ou est apte à pouvoir participer à un quelconque processus. Et donc la biométrie permettant d'avoir des documents plus fiables, évidemment que dans différents secteurs, c'est pas seulement pour ce qui est des consultations électorales que la biométrie commence en termes de documents commence à être intéressant. Dans beaucoup d'actes de notre vie, on commence à passer partout à des documents biométriques parce que ça permet d'avoir une bonne traçabilité, une bonne fiabilité de ce qui est servi et qui a valeur pour que vous puissiez avoir droit à ceci ou à cela. Donc pour moi, les élections ne sont pas en marge. Maintenant, il y a la réalité aussi de nos sociétés. Nous Africains, on vit un genre de concomitance des temps. Autant vous avez le gars qui est high-tech qui est assis, il y a celui aussi qui des fois n'a jamais tenu même un téléphone dans sa main, voilà, et qui ne sait même pas de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Donc c'est un peu ça que nous vivons, mais c'est une réalité d'un nouveau monde avec lequel il faut aller. Maintenant, moi, il y a plutôt un autre point qui pour moi est important, c'est que il ne faudrait pas que la question de l'audit soit juste. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure c'est un genre d'étape et tout, mais une fois qu'on a confiance en cela, il y a après la bonne foi des acteurs eux-mêmes. C'est de la bonne foi des partis politiques. Et quand je dis bonne foi, c'est dans tous les sens. Vous savez, c'est pas parce que il y a eu comment dire cela, c'est pas parce qu'il y a eu un fichier qui est correct et tout que ça n'empêche pas qu'après les gens trouvent les voies et moyens pour contourner, d'abord je ne viens même pas à la contestation d'abord. On peut trouver les moyens pour tricher. Vous comprenez? D'accord.
on a vu des gens courir avec des urnes à un moment donné parce qu'ils voyaient que ça sentait le roussi pour eux. Vous comprenez? Même les jours du vote, on a vu dans certaines, vous savez, vous rappelez, je reviens sur des cas qu'on connaît, en Guinée où il y a eu des exemples et avec des vidéos d'éléments avérés, et même en Côte d'Ivoire à un moment donné aussi, où on s'arrange aussi pour que, parce qu'il y a une localité qui est un peu, comment dire cela, qui est un peu, je ne dirais pas coupé du monde, mais il y a ceux qui font la navette, qui s'occupent du transport, qui décident ce jour-là de ne pas transporter les gens, parce qu'ils savent très bien que ceux-là, quand ils vont aller voter, on sait que le village là, ils sont acquis à celui-ci ou à celui-ci. Il y a des petites manœuvres qu'on fait, je veux dire. Donc, il y a des moyens toujours pour pouvoir contourner et impacter d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi je dis il y a aussi la question de la bonne foi des acteurs politiques. On a un fichier qui est correct. Maintenant, le jour même, il y a les gens ils sont forts dans des manœuvres pour pouvoir tricher. On a vu le cas gabonais où un Ivoirien avait été épinglé. Bon, très vite, les autorités abidjanaises ont dit de ne rien avoir à faire avec ce qui s'y passe, mais qui serait parti pour travailler les choses. Donc ça veut dire que c'est de l'ordre du possible. Vous aurez beau avoir un fichier qui soit correct, mais si les acteurs ont envie de tricher, ont cette perfidie-là en eux, ça ne peut pas les quitter. Ça, vous les quitter, vous ne pouvez pas changer les choses. Maintenant, il y a ceux aussi qui sont des mauvais perdants, qui, même s'il a tout vu, à partir du moment où il se rend compte que c'est en train d'être perdu, il dit non, écoutez, moi je ne suis même pas d'accord, parce que ça là même, il y a eu trop d'éléments. On dit lesquels, il ne va jamais rien vous citer, mais il va dire que lui, c'est qu'il y a eu tricherie. Donc il y a une question de bonne foi. On prend le cas malien. Il y a eu un audit, c'était début 2020. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'audit? L'opposition a demandé à corps et à cri qu'il y ait l'audit du fichier électoral, ce qui a été fait. Mais est-ce qu'après, il n'y a pas eu de contestation jusqu'à demander à ce qu'ils ont comme... C'est une cour constitutionnelle, non? Oui, la cour constitutionnelle. Qu'on revoit, parce que pour l'opposition, elle n'a pas dit ce qu'il fallait. Elle a mis plutôt à mal leur représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, et ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu des blocages, beaucoup de résultats invalidés. Donc il y a des niveaux qui permettent aussi qu'on puisse renforcer cette confiance-là. Donc ça doit être pour moi d'abord un jeu sain où les acteurs qui viennent, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on est dans le meilleur d'un monde ou que c'est de la rêverie parce qu'on est dans un monde politique où le principe c'est le coup en dessous de la ceinture, celui qui boxe au-dessus, bon c'est celui qui n'a encore rien compris. Mais normalement la politique ça devrait être aussi ça, où chacun vient avec ses forces et puis il y a un jeu pour lequel on a un minimum de gage de transparence et que ça donne au moins l'expression de ce qu'un peuple veut. Et pas que les gens soient obligés, après avoir eu confiance au processus, être partis voter, venir se retrouver dans une situation où il y a des clivages parce que l'un a trouvé les moyens de tricher et où parce que l'autre, même ayant perdu, sachant qu'il a vraiment perdu, fait le mauvais perdant, et vous retrouvez des sociétés qui sont dans des clivages profonds et c'est des gens qui s'affrontent. Et ça, c'est des choses qu'on veut éviter. Et je pense qu'avec chacune de ces petites étapes-là, on arrive à donner un peu plus confiance aux électeurs. Parce que n'oublions pas, la plupart du temps, la plupart de nos pays, vous voyez le corps électoral, il constitue quoi? C'est 40% en gros de ce que vous avez comme population générale. C'est en gros 40% de la population générale. C'est le cas guinéen qui a fait qu'on s'est posé beaucoup de questions. Ils étaient à 68%. Alors que l'un des pays qui était vraiment très avancé, là, je pense que c'est le Sénégal qui était en gros 41%. Quand vous prenez le corps électif, il y a 41% de la population. Donc c'était un peu le truc qui l'évite. Mais vous partez en Guinée, on était à 68%. C'est normal qu'on se retrouve avec une dénonciation de près de 3 millions d'électeurs qui ne devraient pas être sur la liste ou bien pour lesquels il y a d'énormes doutes. Et après même qu'il y a eu des audits, je pense qu'on est resté encore dans ces proportions-là pour ce qui est de ceux avec qui il y avait évidemment des problèmes et sur lesquels il y avait un véritable flou qui avait été organisé. Donc il y a une vigilance à avoir et moi c'est ce que je pense. Il y a une vraie vigilance à avoir mais qui devait être de nature à consolider la confiance. Ce n'est pas la CENI qui est en train d'être mise à mal, bien au contraire, c'est son travail qui est en train d'être audité et peut-être que ça sortira avec quelques éléments, évidemment, parce que n'oublions pas aussi derrière, il y a
bons points qui seront ressortis, il y a les insuffisances pour lesquelles des propositions seront faites. Vous comprenez? Donc, c'est la marche normale des choses. C'est la marche normale des choses. Maintenant, il faudrait qu'il y ait, au-delà de ce qu'on a comme petit point, qu'il y ait des acteurs politiques qui soient responsables. Des acteurs politiques qui ne donnent pas dans un petit jeu. Pour moi, c'est ça le plus important. Parce que même si vous avez un fichier qui est clean, si vous avez des acteurs qui sont faux, vous avez à la fin des clivages profonds et puis on envoie des gens dans la rue pour rien. Bernard, on comprend dans le propos de Geoffroy Wa qu'en gros, il questionne la capacité donc des acteurs à garantir des élections acceptées de tous, notamment la capacité de l'organe qui organise donc la CENI et de pouvoir mettre toutes les balises, donc va-t-on dire, pour contrecarrer les velléités des personnes qui seraient tentées de passer par la fraude. Mais là, on peut quand même se réjouir, parce qu'on a quand même une CENI qui, contrairement à certains pays comme la Côte d'Ivoire, où en tout cas cette CENI-là est mise en cause, aujourd'hui on a quand même une CENI qui, on ne va pas dire faire l'unanimité, mais en tout cas pose des actions qui sont acceptable par l'ensemble des acteurs. Oui, ce que vous dites est vrai. En Côte d'Ivoire, effectivement, la CENI est contestée. L'opposition a retiré ses commissaires. Les deux derniers, c'est ceux du FPI et puis de l'autre parti. Donc, je pense qu'il y a le PDCI qui avait refusé. Le PDCI avait même d'ailleurs refusé de siéger. Donc, les derniers à partir sont 2. Donc, il ne reste un siège parce qu'il y a 4 sièges de l'opposition. Non, 5. Donc, il y a 4 sièges. Donc le PDCI qui a refusé de siéger, le FPI qui a claqué la porte avec un autre parti. Donc il n'y a qu'un seul qui se réclame de l'opposition qui reste toujours. Voilà, c'est 4 sièges. Donc c'est ce qui se passe. Effectivement là, la contestation est claire. Donc parce qu'il y en a qui demandent il faut refaire la CENI, parce qu'ils disent que sur l'ensemble du territoire, pour ceux qui ont suivi l'émission avec Afin Guessin, il dit que vous regardez le RHDP contrôle pratiquement même au niveau local. Donc les démembrements, ce qui fait qu'à leurs yeux, c'est déjà biaisé. Donc c'est difficile. Mais chez nous, il y a eu de la contestation, c'était très dur. À un moment donné, le président a posé un acte qui ressemblait à de la démission. Après, la mise au point a été faite que ce n'est pas une démission. Les commissaires de l'opposition étaient très durs avec le président, avaient à un moment donné suspendu leur participation et c'était vraiment très dur. À un moment donné, c'était difficile. Et après, avec des dialogues, des négociations, on est arrivé à un moment donné où, pour le moment, ça va. Je dis bien pour le moment, ça va. Parce que la machine peut être très bien calée, mais la mauvaise foi des acteurs peut faire en sorte que le jour des élections, les choses prennent une autre direction. Donc, c'est aussi à faire très attention parce qu'en Afrique, les tours de passe-passe sont très nombreux. Donc, en 2015, M. Barthélémy qui avait promis les résultats à J+1, à un moment donné, il y a eu du retard et les gens ont commencé à grincer des dents. Alors que c'est une des CENI qui faisait quand même l'unanimité et qui avait eu moins de reproches à un moment donné et qui était venue dans un contexte très difficile. Donc, même avec ça, il y avait beaucoup de critiques. Les gens ont commencé à se plaindre. Donc, il y a l'après, il y a l'avant, le pendant et l'après-élection, parce qu'on a 3 cycles. Ce qui fait que on attend maintenant de voir la suite à donner par rapport à tout cela. Maintenant, on a une biométrie qui a des limites. Limite oui, parce que si on avait permis aussi qu'on croise les listes avec l'ONI et que c'était la carte d'identité qui faisait office de carte d'électeur comme Newton Ahmed Barry l'avait suggéré au début de son magistère, il y a beaucoup de choses qu'on allait pouvoir régler. Il y a des coûts qu'on allait mettre au départ et après on commence à réduire les coûts pour les élections. Parce que par chaque année, ceux qui ont l'âge de voter, qui s'inscrivent au niveau de l'ONI, ça allait être automatiquement enregistré. Et c'est facile de savoir déjà qu'on a combien d'électeurs. Mais maintenant, il faut reprendre ceux qui sont allés s'enrôler, faire le croisement, et puis c'est très difficile. Là, maintenant, après les élections, c'est la gestion maintenant, c'est la période du contentieux électoral. C'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Vous avez des gens qui vous disent, c'est un coup KO. Il n'y aura pas de second tour. Nous allons plier la chose au second tour. S'il y a un second tour, quelle peut être la réaction de ces personnes-là? En face aussi, vous avez des gens qui disent il n'est pas question qu'il n'y ait pas de second tour. S'il y a un second tour, c'est que ce n'est pas normal. Quelle peut être la réaction aussi de ces personnes si la chose se plie au premier tour?
Et donc, ce sont des comportements chrysogènes qu'il faut dénoncer. Nous partons à des élections, nous partons à une compétition, ça, comme un match de football, le match peut se plier en 90 minutes, tout comme ça peut se jouer dans les prolongations. Mais vous dites, nous allons remporter en 90 minutes, si ce n'est pas 90 minutes, c'est que c'est l'arbitre qui a fraudé pour qu'on ait prolongation. Ou vous dites, s'il n'y a pas de prolongation, c'est que, voilà. Donc, il y a un problème, alors que c'est une compétition. Vous allez gagner, peu importe le tour, premier ou second tour, oui, mais de là à mettre dans la tête des gens que c'est pliable au premier tour ou que ce n'est pas pliable si ce n'est pas au second tour, c'est un comportement, de mon point de vue, ce sont des comportements, je dis bien, chrysogènes. Et c'est des éléments que dans une compétition normale, on doit pouvoir dire aux uns aux autres de faire très attention. Parce que la manipulation subtilement, effectivement, peut glisser dans cette affaire. Donc, soupçonner l'arbitre d'avoir offert un pénalty, il arrive que l'arbitre, effectivement, offre un pénalty, ce n'est pas un pénalty, et puis bon, voilà. Mais il y a des moments où il n'y a rien à y voir, c'est vraiment un pénalty. Mais qui permettent à une équipe de plier un match en 90 minutes, et puis bon, voilà. Donc, il y a cette réalité-là, il y a ce comportement chrysogène des leaders politiques qui prépare les esprits à une contestation électorale. Et en ce moment-là, quelle que soit la qualité de la CENI, elle ne pourra rien faire. Quelle que soit la qualité des hommes qui animent la CENI et la qualité de la machine, elle ne pourra rien faire. Parce que là où il y a de la manipulation, ça devient très compliqué. Et ce sont ces éléments qu'il faut déjà commencer à détecter et faire en sorte qu'on puisse effectivement les désactiver. Parce que ces éléments sont en même temps porteurs des germes de violence. Donc maintenant, la capacité de la CENI, c'est sa capacité à organiser les élections à bonne date. Ça, on est sûr, plus ou moins sûr que les choses vont se faire. C'est sa capacité à pouvoir livrer les résultats aussi à bonne date. Et aussi dans la transparence, qui passe par l'observation. Je pense qu'il y a un travail aussi qui a été fait, qui a été amélioré pour que les partis politiques n'arrivent pas à déployer, n'arrivent pas à avoir suffisamment de militants. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de militants pour quadriller le pays, mais qui comptent sur les alliances des partis politiques. Bon, comme je ne serai pas, nous on n'est pas dans telle localité, vous êtes, bon, on est rassuré. Mais en même temps, c'est la prise en charge de ceux qui viennent pour les observations qui répondent au nom des partis politiques. C'était très difficile. Parce que vous avez des militants qui partaient du matin au soir, le parti dit bon écoutez, c'est votre contribution, hein, le parti n'a rien pour vous. À 12h30, l'autre parti qui est fort débarque avec un gros plat bien garni et puis bon, on vous appelle à manger, vous mangez et puis après vous avez des cas de conscience par rapport au vote. Ah oui, mais puisqu'il y a un problème. Il y a des observateurs qui ont eu ces cas-là. Donc, d'accord. Aujourd'hui, c'est la sincérité des acteurs, la qualité aussi des acteurs qui fera qu'on aura un scrutin de qualité ou pas. Sinon, même si la CENI est bien implantée, mieux organisée, bien structurée, que tout se déroule dans la transparence, et que les hommes politiques ne sont pas de mauvaise foi, et que les résultats soient acceptés partout, que ce soit un premier tour, un second tour, on n'aura pas de problème. Mais le reste va dépendre de la qualité, de la sincérité des acteurs. D'accord. Vous parlez des acteurs qui d'ailleurs ont tous délégué les représentants qui sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour auditer ce fichier électoral au niveau du Burkina Faso. Les résultats sont attendus au plus tard le 21 octobre prochain, qui seront présentés d'abord à la CENI avant d'être communiqués au public. Nous attendrons d'apprécier à cette occasion. Merci déjà d'avoir donné votre lecture. On va maintenant parler d'une autre élection, celle de la Côte d'Ivoire. Et on va parler d'un sondage qui a été rendu public aussi il y a quelques jours, la cote de popularité des candidats à la présidentielle ivoirienne, qui a été publiée en tout cas par une certaine presse, voilà, qui donne Guillaume Soro, on va dire, en tête, voilà, avec Bédié. Et selon ce sondage, on a ce résultat suivant: Guillaume Soro qui a 50,27%, et s'il est allié à Bédié et les autres partis politiques. Et Laurent Koudou-Bagbo du FPI qui a 38,13% en termes de popularité. Nous avons Alassane Dramane Ouattara du RHDP qui a 8,56%, Pascal Affi-N'Guessan 3% et Kakabe 0,4%. Alors, quel est le regard qu'on peut porter justement à ce sondage qui a été donné? Geoffroy Vara, on connaît la Côte d'Ivoire, un pays quand même où on a une certaine presse teintée, va-t-on dire, des instituts qui sont souvent tirés de ficelles par certains acteurs politiques. Quand on a ce type de sondage-là, faut-il les prendre au sérieux?
Le sondage ne vaut d'abord que par la source. Vous devriez nous donner d'abord la source. Alors, la source, c'est le courrier quotidien, voilà. Donc, quand je dis ça, c'est pour nos auditeurs et téléspectateurs, ça c'est déjà important. Mais la question du sondage dans son ensemble, moi ça me rappelle, je prends deux citations qui me viennent comme ça. L'une, c'est Bédo, qui est, on le connaît, c'est un humoriste français. Il dit sondage A, 92% des Français se disent heureux. Et puis sondage B, 2 millions des Français sont illettrés. Et il dit, à son avis, dans les 92%, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas leur malheur. Et il y a une autre citation qui me vient comme ça, c'est celle de Brie Albert, qui était un écrivain aussi français, qui disait le sondage, ça n'est rien d'autre que le jeu de mots des chiffres. Pour dire quoi? Le jeu de mots, un jeu de mots, ça inspire quoi? Ça inspire l'expression, la manipulation, la façon, la volonté de guider. Maintenant, quand il parle de chiffres, c'est-à-dire la volonté de guider par des chiffres. Et puis, les sondages, on les connaît. Il faut bien regarder l'échantillon qui a été pris. D'abord, même, voilà, j'ai commencé par le plus important, la crédibilité de l'institut qui fait le sondage. Et autre élément, par quel process on en arrive à ces chiffres-là. Donc, ça veut dire la méthode. Quand on a exposé la méthode, on peut regarder dedans et se dire voilà les insuffisances, voilà les forces. Donc, et on peut se dire aussi que on peut y avoir confiance ou pas, parce que l'échantillon n'est pas représentatif de la masse. Donc, pour revenir par exemple à ceux dont vous parlez de l'Ivoirien de façon générale. Mais je pense que à donner déjà l'origine, et donc le journal qui fait ce sondage, vous comprendrez. Tout comme en Côte d'Ivoire, ce qui est bien différent du cas burkinabé, c'est que vous avez des presses qui sont affichées appartenir ou être très proches de partis politiques. N'attendez pas de ces presses-là qu'elles vous donnent autre chose que de l'encensement pour la personne ou le personnage politique dont ils sont proches, et puis la diabolisation pour le camp en face. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de regarder outre mesure ou bien de faire des lectures qui soient plus compliquées que cela. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on regarde la réalité en Côte d'Ivoire, c'est vrai, ils disent c'est un sondage sur la popularité, alors qu'on est à quelques semaines d'une élection. Déjà, c'est pas indiqué, parce que les sondages se font dans des délais. Donc il y a le caractère sérieux déjà qu'il faut, parce que n'oublions pas que les sondages sont faits pour impacter, et même dans les pays qui se respectent, il y a des délais. Les sondages, c'est plus possible. Je pense au Burkina aussi, ça doit être pareil. Donc quand on rentre dans des jeux de ce type là, je pense que c'est un peu dangereux. Maintenant, laissons. Mais il y a des sondages qui sortent aussi souvent après quelques virages déterminants du processus électoral, notamment la campagne, les débats télévisés et autres. Oui, mais bon, ça c'est un peu différent. Parce que là, c'est un sondage sur la popularité de ces personnes qui sont engagées dans un processus. Et dans un pays où il y a un clivage profond, notamment sur la question de qui va aux élections, et puis quels sont ceux qui n'y vont pas. Donc pour moi, c'est des éléments qui viennent encore raviver les clivages qu'il y a, et puis donner lieu à des débats stériles. Oui, c'est Soro qui est le plus aimé en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas Soro, c'est Alassane. C'est pas Alassane, c'est ceci, c'est cela. Non, mais c'est les jeunes qui vont le dire. Ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que chacun rêve son sondage. Et quand vous vous réveillez le matin, il y a la réalité des jeunes. Ça, c'est pas un rêve. C'est implacable et ça s'applique à vous. Mais le problème maintenant de la Côte d'Ivoire, c'est que ce qui devrait être implacable pose le même problème, parce que ceux qui ont fait les rêves des sondages ne sont pas tous habilités à pouvoir compétir dans la course à la présidentielle. C'est ce dans quoi on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc la question de ce sondage, pour moi, donner même un avis là-dessus, ce serait
D'accord, on va prendre l'avis de Bernard Bouma parce que Geoffroy n'y voit pas véritablement de pertinence dans ce type de sondage. Et pourtant, c'est des indicateurs qui déterminent quand même le choix des électeurs, on va dire. Parce que si vous avez un Guillaume Soro qui a plus de 50% en termes de popularité et qui ne participe pas à une élection, il ne faut pas s'étonner de voir que le taux de boycott doit quand même se sentir à travers les urnes. Le sondage parle des personnalités les plus populaires ou des candidats les plus populaires? Des candidats. Guillaume Soro n'est plus candidat, il a été retiré. Si on va s'en tenir à la rigueur. Selon lui, il est candidat. Selon lui, non. C'est-à-dire, si on prend les candidats en liste, pour le moment, il y a 4. Et ça n'a pas changé. Dans la rigueur, je dis bien, si c'est dans la rigueur de peser les candidats, on s'en tient à ceux qui sont retenus et qui vont figurer sur le bulletin. Mais si vous mettez des gens qui ont fait acte de candidature et dont les dossiers n'ont pas été retenus, par rapport à une bonne lecture, moi, ça me pose problème et je ne sais pas quelle lecture donner. Au Burkina, il y a eu combien? 44 candidats qui ont déposé. À l'arrivée, on a combien? Non, pardon, c'est pas 44. 44, c'est en Côte d'Ivoire. Au Burkina, on était à... Vous parlez de cette élection? Oui, 23. Le 44, c'est Abidjan, je confonds les chiffres. 23 qui ont déposé. À l'arrivée, on a 14. Avant le fil du Conseil constitutionnel. Quelqu'un me fait un sondage et intègre ce dont les dossiers ont été rejetés. Parce que candidat... et puis lui affecte un chiffre. Vous voulez que je dise quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un problème de crédibilité. Vous dites que c'est des indicateurs, mais Geoffroy l'a dit. La qualité de l'indicateur aussi est pour quelque chose dans ce qu'elle indique. Mais c'est vrai. Donc vous prenez les gens qui ne sont plus candidats. Si vous parlez des personnalités les plus populaires, ça c'est autre chose. La France le fait régulièrement. Il y a des instituts français qui vous font presque chaque 6 mois ou chaque 3 mois la liste des personnalités françaises les plus populaires en politique, en culture, en sport, dans bien de catégories bien données. Mais quand vous prenez des gens dont la candidature n'est pas passée, pour dire que c'est des candidatures populaires, déjà ça me pose un problème. Deuxième niveau, j'ai regardé le site comment on appelle ça, qui a donné l'information, et regardez les informations contenues et c'est orienté vers quoi? Ça vous faire une idée de ce qu'il y est dit également. Donc il y a cette réalité ivoirienne et donc il y a la qualité de la maison qui fait que je préfère rester prudent par rapport à ces résultats. Je dis bien je préfère effectivement rester prudent. Parce que je dis à l'approche des élections, et même ces choses participent souvent de la manipulation. On revient également dans la manipulation. Il y a des maisons de sondage également qui versent parfois dans la manipulation. Vous êtes dit c'est tel dans telle catégorie, c'est tel qui est leader, alors que non, il y a une manipulation. En Côte d'Ivoire, en 2010, tous les sondages donnaient Gbagbo gagnant. Tous les sondages. Et certains disent, et après, certains auteurs sont arrivés à dire que même ces maisons de sondage, certains ont été manipulés pour donner de la confiance à Gbagbo pour qu'il accepte d'aller aux élections en disant que c'est lui qui va gagner. Parce qu'il ne voulait pas y aller. Donc, convaincre Gbagbo d'aller, c'est de flatter qu'il va gagner. Et qu'au second tour, s'il est face à un tel, il est sûr de l'emporter parce que le report de voix de tel candidat à tel candidat ne sera pas automatique. Mais s'il est avec tel candidat, le report de voix de tel candidat à tel candidat sera automatique. Donc, c'est bon qu'il parte aux élections, il va gagner. Et s'il y a un second tour, s'il est face à X, il va gagner encore. Et que les maisons de sondage, après c'est des enquêtes qui l'ont révélé, ces maisons de sondage ont été mises dans le coup. Et la suite, on la connaît. Donc, je n'ai pas dit que tous les sondages, les instituts de sondage font du faux. Mais il y a à prendre également avec des pincettes. Surtout quand ça vient d'une presse, alors que la presse ivoirienne est beaucoup teintée. Derrière un quotidien se cache une personnalité politique. D'abord un parti politique. Et derrière le parti politique se cache encore maintenant une personnalité politique. De l'Inter, au Patriote, à Notre Voix, au Quotidien, au Courrier d'Abidjan. Tous ces médias-là, beaucoup. Voilà. C'est qualifié d'ailleurs dans la presse bleue pour l'opposition. Et puis voilà. Donc il y a... Et si on appréciait les données en termes de personnalités, de figures politiques les plus populaires, est-ce que quand vous avez Guillaume Soro qui est en tête avec ce pourcentage, ça ne devrait pas influer dans la participation aux élections? Je regrette, mais je me garde de me prononcer là-dessus. Geoffroy, est-ce que vous pouvez répondre?
Vous n'avez pas suivi? Vous m'avez mis très loin parce que les débats sur ce sondage-là me posent énormément de problèmes. Mais moi, je pense que le débat qu'on devrait peut-être mener, qui est celui de fond, c'est la question même de nos sondages. Parce que n'oublions pas aussi que dans le cas burkinabé, on a eu aussi droit à des sondages. Vous vous rappelez, en 2015, Bendré avait fait son sondage avec Roger Anko. Voilà, oui, Bemaoun. C'est avec lui ils avaient fait le sondage. Oui, c'était Apidon. Mais quand vous vous rappelez très bien, le sondage de Bendré avec en cours, si ma mémoire était bonne, mais c'était février, parce que les élections devaient se faire en octobre. Voilà. Et plusieurs mois avant, ils avaient mis plutôt Zéphirin Diabré avec 26%, je pense, Roch Kaboré 21%. Et je pense que celui qui venait 11e, c'était ZS. Il y avait une petite colère et puis des petites boutades et tout. Et ça avait donné ça, mais il y avait Apidon aussi qui après avait fait son sondage pas loin des élections, qui avait donné quand même 53%, donc un premier tour, un coup KO pour Kaboré, mais cela s'est avéré vrai. Donc je veux dire, je rappelle que pour l'occasion, en son temps, je suis parti jusqu'à Apidon pour voir comment est-ce qu'ils travaillent là-bas, et ils ont expliqué comment est-ce qu'ils ont fait leur sondage et tout. On a même fait un élément reportage sur Apidon et comment ils en sont venus à avoir ces chiffres qui étaient très arrimés quand même avec les résultats qu'on a eu pour les élections. Et on a vu qu'il y avait un vrai travail. Ils ont une équipe qui a fait un travail scientifique, et quand vous regardez le sérieux qu'ils ont mis, vous n'êtes pas étonné que vous ne soyez pas loin de la réalité. Mais c'est ça une structure de sondage, c'est d'abord être scientifique dans sa démarche, mais même quand vous êtes scientifique, ceux que vous interrogez, c'est des gens qui parlent de leurs sentiments qui sont des fois changeants, et donc les sondages finissent par rester ce qui peuvent être en termes d'indicateurs à un moment donné, qui peut être l'objet pour moi de plusieurs manipulations, mais c'est à droit de citer, et on continue comme ça. D'accord, on aura compris que la vérité statistique n'est pas véritablement la vérité électorale, et les sondages sont aussi souvent à prendre avec des pincettes. Merci à tous les deux d'avoir donné votre lecture. On s'arrête là pour aujourd'hui, on vous retrouve demain jeudi, et demain nous recevons le ministre en charge des Transports pour parler donc de la question de la gestion du fret dans ce milieu. Merci à tous et à toutes, on vous retrouve demain. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.